Je m'appelle Johan Duriot, j'habite à Saint-Étienne, comme tu peux le voir il y a beaucoup de soleil, c'est ça qui est chouette. Je me suis installé dans la région en 99, donc ça fait une quinzaine d'années à peu près. J'étais venu comme assureur au tout début, donc rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et pendant 5 ans, j'ai exercé dans une compagnie d'assurance. Et puis j'ai tout plaqué en 2003-2004 pour m'intéresser à un de mes premiers amours qui était le numérique, puisque j'avais toujours été un peu geek gamin, que j'avais mis de côté après. Et je me suis intéressé tout simplement parce que je m'occupais des entreprises déjà à l'époque, des artisans, des commerçants, et je voyais qu'en 2004-2005, on parlait du numérique déjà, les sites internet, etc. Et qu'ils étaient vraiment carrément largués, mais surtout qu'ils en parlaient même pas. Donc pour moi, c'était un peu pire. Et du coup, c'est là que j'ai entendu parler de la fameuse fracture sociale du numérique, que moi à l'époque je connaissais pas, et qu'en fait j'ai surtout vu qu'il y avait une fracture culturelle. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'un peu tout plaquer. Et puis à ce moment-là, j'ai créé une association qui s'appelle Zoomacom, qui continue, qui est toujours en fonctionnement, et dont la particularité a été de prendre justement cette fracture sociale du numérique, mais sur un volet un peu particulier. C'était sur des projets économiques, sociaux et solidaires, et en même temps surtout en itinérance. Donc pour la petite anecdote, j'ai une maman effectivement sédentaire, mais j'ai un papa qui était forain, et donc j'ai beaucoup bougé dans toute la France, camion, caravane, etc. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, 25-30 ans, besoin de mon premier boulot, plus cette notion de nomade, et puis voilà, comme Zoomacom, donc on a créé Zoomacom en 2004, avec 6-7 autres personnes, plutôt dans l'insertion professionnelle, dans l'activité économique, des choses comme ça. Et puis voilà, on a roulé, et puis ça jusqu'en 2006, où là on rencontre des acteurs institutionnels que je connaissais pas, moi je venais plutôt du privé, et là on rencontre le Conseil Général en particulier qui cherchait à fédérer un réseau, puisqu'ils avaient lancé la fibre optique comme beaucoup de départements, et qui se rendaient compte que sur le volet usage il n'y avait pas eu grand chose, donc ils se sont dit tiens, il faudrait qu'on fasse un réseau, donc le réseau départemental des acteurs de la Cyberloire. À ce moment-là, faut être honnête, ils ne savaient pas trop quoi mettre dedans, puisque c'était nouveau de toute façon pour tout le monde. On voyait pour les entreprises, mais pour le grand public, on ne voyait pas trop. Donc de 2006 à 2008-2009, on va dire, là à ce moment-là, qu'une équipe de, une dizaine de personnes, du bénévole, un peu de salariés, etc., Zoomacom a commencé à devenir un centre départemental, un centre ressources finalement du numérique sur le volet usage dans le département. En parallèle, ça fait naître des réseaux. Donc des réseaux régionaux, on a monté Coraya, parce qu'à un moment il faut parler avec les régions, on a monté aussi, on a participé là pour le coup à des réseaux existants, nationaux, donc créatifs, le réseau des espaces numériques. Voilà, tout ça, ça va se faire entre 2006 à peu près et 2008-2009. À partir de là, besoin de trouver un modèle économique à Zoomacom, puisque des fois on est un peu dans la prestation, hein, c'est tout le problème des associations. Des fois on est dans la prestation, des fois on est dans le militantisme. Donc on s'est dit c'est le bon moment pour créer une structure à côté, qui serait une société coopérative, ça va dans la ligne des choses. Comme ça, Zoomacom reste, on fait bien de la médiation, il y a un volet de service public, et puis d'un autre côté, il y a une scope qui se crée, puis pourquoi pas créer des emplois. Et ça, c'est en 2008-2009 qu'on commence à réfléchir à ça. Du coup, ça c'était l'envie de départ pour le très local, mais à ce moment-là, on va se rendre compte que le numérique, la fracture, elle est de plus en plus dans les familles, les entreprises, et pas forcément les quartiers défavorisés, pas forcément les personnes âgées uniquement, comme on croyait au début. Elle devient, parce que finalement le prof à l'école, il va se faire entendre par un élève, monsieur c'est pas vrai ce que vous dites, dans Wikipédia ils disent autre chose, donc ça c'est une fracture aussi, comment on éduque encore à l'ère du Wikipédia. On se retrouve avec des familles aussi qui finalement disent que leur gamin, il crée plus rien, qu'il est toujours fermé sur des jeux. Ouais, mais il y a plein de sociologues qui vous l'ont expliqué, avant il n'y avait qu'un ordinateur dans la maison, c'était ma génération. Et donc finalement, on avait l'ordinateur, donc à ce moment-là on était plus créatif, on faisait nos premiers jeux, nos premiers programmes. Aujourd'hui finalement l'ordinateur il est devenu familial, et puis on regarde pour partir en week-end, lastminute.com, etc. Et finalement l'enfant s'est redirigé finalement vers la console de jeu qui elle est plus accessible. Ce qui me plaît d'ailleurs pour la petite parenthèse avec les nouvelles électroniques Raspberry, Arduino, c'est qu'on revient un petit peu à ce côté, l'enfant a un outil aussi pour développer des choses. Enfin voilà, donc la fracture, elle commence à se faire dans l'éducation, elle se fait dans la parentalité, bien sûr dans les petites PME aussi, parce qu'en fait, ils savent pas toujours qu'ils peuvent passer des commandes aussi maintenant à l'étranger, que des fois d'acheter un produit en Allemagne peut-être moins cher ou peut-être de meilleure qualité, et qu'avec aujourd'hui une connexion Internet et un navigateur, on peut le faire. Ça, personne ne prend le temps de leur expliquer. J'étais un ancien assureur, j'intervenais à la Chambre des commerces et d'industrie, les chambres des métiers. Jamais j'ai vu des gens intervenir pour expliquer quelles étaient les plus-values du numérique. Voire à la limite, on allait faire des réunions pour se méfier du numérique, on va vous piquer vos brevets, faut jamais mettre vos tarifs parce que le concurrent va s'aligner. Ça, on leur disait le danger, mais jamais le côté positif.
Donc c'est à ce moment-là qu'on se rend compte, puis pareil, la fracture numérique, il ne faut pas oublier qu'elle était avant tout matérielle, et quand ils l'ont lancée, c'était avant tout un ordinateur valait 10 000 balles à l'époque, une connexion internet était à la minute, donc en fait l'État a investi, les collectivités ont investi, mais pour une dizaine d'années. Voilà, c'était. Donc là, quand on arrive vers 2008-2009, nous on se pose des questions, mais finalement les partenaires institutionnels se posent des questions. Les entreprises qui n'étaient pas venues sur ce volet, parce que forcément, fracture sociale, ça fait pas trop business, donc personne n'y venait. Par contre, tout le monde commence à comprendre qu'il y a des nouvelles plateformes à créer, qu'il y a des nouveaux services, et c'est là qu'on va trouver en 2010 l'émergence de la consommation collaborative, l'économie collaborative, des choses comme ça. Après, on pourrait dire aussi la crise de 2008 qui a fait émerger l'économie collaborative. Mais en tout cas, voilà nous ce qui nous arrive. Et puis on voit bien qu'à un moment donné, on a fait le tour de la question, qu'aujourd'hui la fracture elle est autre. Et à ce moment-là, il faudrait plutôt aller là où il y a des gens qui travaillent. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître la première initiative donc, de coworking en France, qui a été la cantine à Paris. Donc on s'empressait d'aller voir, comme certains. J'ai eu un gros coup de cœur pour aussi La Ruche, qui était sur le canal Saint-Martin, qui était peut-être... La cantine était très orientée numérique, c'est pour ça qu'on s'y sentait bien, on est des geeks, donc on était un peu chez nous, mais j'ai beaucoup aimé le canal Saint-Martin, parce que justement là c'était des entrepreneurs sociaux, peut-être un peu plus larges, et puis ils ont un chouette espace derrière le comptoir. Donc là-bas, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y avait une vraie partie coworking, avec des entreprises, des petits recoins. Et puis de l'autre côté, il y a vraiment l'espace life, et que j'aime d'ailleurs dans les tiers-lieux, c'est cette notion où mix vie privée et travail. Donc là, j'ai commencé à avoir un coup de cœur, mais à ce moment-là, on ne parlait pas de tiers-lieux, si ce n'est sur 2-3 rapports, parce qu'on citait le rapport Orenberg, qu'on trouve aujourd'hui sur Wikipédia, sur la définition des tiers-lieux, qui est un sociologue, en fait, qui avait fait une étude sociologique sur l'aménagement urbain, les rapports entre les gens, les interconnexions, et qui est devenu assez célèbre puisque Starbucks Café l'a réutilisé pour justement développer sa stratégie. C'est là qu'on avait parlé de tiers-lieux, de Source Place, les troisième places. On voit juste que la cantine La Ruche démarre, et en fait on commence à voir le mot tiers-lieu, mais qui va finalement apparaître dans le dossier justificatif. C'est pas mis en avant, nous allons créer un tiers-lieu. C'est nous allons créer un coworking. Et donc nous on fera partie, donc de suite on revient à Saint-Étienne. Et puis quand je dis on, c'est bien sûr 2-3 personnes de la communauté. Et puis à ce moment-là, on a une opportunité assez extraordinaire, c'est qu'on nous propose le local dans lequel on est, puisque le comptable qui était avant venait juste de partir. Et puis on fait notre bilan qui est plutôt positif au niveau financier. Et donc on avait signé à notre comptable qu'on souhaitait éventuellement créer d'autres activités. C'est là qu'il nous propose une négociation. Et donc on se dit, les chiches, on y va. Mais non, par contre, on va pas faire un espace de coworking, parce qu'à Saint-Étienne, ça aurait peut-être moins de sens qu'à Paris, à Marseille ou à Lyon. On va plutôt faire un espace hybride, on parlait toujours pas de tiers-lieu, où on mélangerait finalement du coworking, donc des gens qui viendraient travailler pour eux, mais à ce moment-là, on pourrait leur faire de la médiation numérique, puisqu'on venait des espaces numériques. Et comme on est un petit peu hacker, et qu'on aime bien la bidouille, à ce moment-là, on pourra en même temps faire de la fabrication, etc. Les premières imprimantes 3D, évidemment, qui arrivent. Donc ça, on se dit chiche, et puis donc on prend le comptoir numérique, c'était en 2010, et on se dit on va faire une expérimentation de 2 ans. Comme ça, tous nos copains espace numérique, il y en avait 80 à peu près dans la Loire, puis à peu près 450, 500 en Rhône-Alpes. Donc on se dit, si ce qu'on a fait, ça marche, il y a des choses qui vont pas, ils pourront le refaire. Et c'est là que va naître la notion de méthodologie Movilab aussi, où on va documenter finalement tout ce que l'on fait, comme si on avait un logiciel libre. On va considérer que le lieu n'est plus un lieu, il devient un logiciel et on va le documenter. Et on parle toujours pas de tiers-lieu. Et il y a simplement fin 2010, et ça c'est important de le savoir, c'est que fin 2010, en fait, on commence à se dire, allez, il va falloir inaugurer, il va falloir y trouver un nom. Et au moment où on inaugure le comptoir numérique, on fait un événement assez emblématique, qui a duré une journée, qui s'appelait Territoire en transition. Et au cours de cette journée, tout se passe bien, on revient ici et on reçoit un tweet de Jean-Luc Rémond. Donc Jean-Luc Rémond, pour information, il est assez connu dans nos communautés du web, puisqu'il a fait partie des premiers animateurs multimédia en France, déjà à créer le métier, à créer le réseau national. Il y avait une liste de discussion à l'époque, je me rappelle. Donc il était un peu un des leaders aussi sur ce qu'on appelait l'animation multimédia. Ensuite, il a été en Wallonie, donc tout le réseau des espaces numériques Wallon, qui était devenu un gros pilier de la veille. Et puis là, maintenant, il est à la délégation d'usage de l'Internet. Donc voilà, une figure emblématique. Et puis pour la petite anecdote, c'est le deuxième compte le plus suivi sur Twitter. Un jour, il nous tweet en disant, en 2010, Zoomacom, puisqu'à cette époque-là, j'étais président de Zoomacom, Zoomacom crée un tiers-lieu à Saint-Étienne. Et en fait, je le prends très mal. Je dis, mais
what the fuck, comme on dit dans les startups. Non, on crée pas un tiers-lieu, nous on crée un lieu de créativité, on crée un lieu d'échange et de partage, etc. Donc c'est aussi pour prendre le temps d'expliquer aux gens qui des fois, moi souvent me font le reproche, c'est quoi ce mot tiers-lieu, c'est nul, faudrait dire espace de créativité. Oui, mais moi j'ai commencé par dire espace de créativité, donc vous inquiétez pas, on est d'accord. C'est simplement que quand on commence à dire ça, le langage est différent d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre. Donc si on commence juste à dire par exemple le mot gentil, à Marseille, il n'a pas la même signification qu'à Lille, on le sait tous. Donc là c'est pareil, il fallait trouver un nom plus généraliste. Donc là il nous dit ça, et donc nous on répond un peu sale gosse, peut-être notre côté un peu maker, petit côté sale gosse en disant non pas du tout, Zomacom ne crée pas un tiers-lieu, crée une zone de partage. Mais par contre en fait cet événement c'est tout bête, mais derrière je crois que pendant 1 mois et demi, j'ai pas réussi à dormir. En gros j'étais sur ce truc-là, pourquoi il nous a mis tiers-lieu, d'où ça vient ce mot tiers-lieu, etc. Et c'est là que j'ai été voir en fait. Et il se passe que 2-3 mois après, on avait la rencontre annuelle à Autran, donc ça c'est la MEC, malheureusement c'est terminé il y a 1 ou 2 ans là. C'était vraiment la MEC, 16 éditions, et tous les acteurs du numérique en France se sont fait à Autran finalement. Il y a eu 2-3 autres rencontres, il y a eu Brest bien sûr qu'on connaît aussi, qui est tous les 2 ans, il y a eu les Zététiques à Rennes, mais en Rhône-Alpes en tout cas, et puis sur la scène francophone, c'est vrai que les rencontres d'Autran, c'était l'endroit où on voyait les pionniers dans des domaines, on a vu les explorateurs du web, on a vu des gens qui ont créé des nouvelles plateformes, des choses comme ça, c'était vraiment intéressant. Et donc là, quand on va à Autran, on décide. Donc là, à ce moment-là, il y avait les gens du télétravail qui étaient venus, puisque le télétravail, on commençait beaucoup à en parler aussi pour le côté développement durable, moins de déplacements, etc. On va faire des télécentres. Il y avait les gens, évidemment, des espaces numériques qui recherchaient un nouveau souffle, bien entendu, puisque 10 ans de fracture numérique, au bout de 10 ans, faut réévoluer. Il y avait les gens, bien sûr, des Fab Labs, puisqu'on commençait à reparler les Fab Labs du MIT, etc. Bref, il y avait tout un tas de mouvements, bien sûr l'innovation sociale, la consommation collaborative, donc ça c'est 2010, 2011, 2012 avait explosé. Mais en tout cas, 2010-2011 c'est les prémices. Et là, en fait, on se dit, on était 8-10 personnes à peu près pendant cette rencontre, on se met à part, puis on se dit, ça serait peut-être bien de trouver un nom un petit peu plus fédérateur que je suis un espace de coworking, je suis un Fab Lab, je suis un espace public numérique. Et peut-être que dans 6 mois, par contre, on n'aura plus besoin, on pourra reprendre nos particularités. Mais je vous propose un truc, c'est qu'on choisisse un nom plus large. D'accord ? Quel nom tu penses ? Justement, il y a un truc qui me paraît bizarre, mais tiers-lieu que Jean-Luc Raymond m'a tweeté. Alors là-bas, il connaissait Jean-Luc Raymond, puisque c'était un peu notre communauté. Et je pense que c'est le bon mot. Et voilà, en fait, comment est née réellement la notion du mot tiers-lieu à Autran, à 2h du mat', en train de se dire comment on pourrait éviter notre corporatisme et nos langages différents, et en trouver un peu bannière, même si, comme diraient certains, ça pue de bullshit, parce qu'au début, tiers-lieu, c'est quoi ce truc, tiers-espace, tiers-état, ça faisait peut-être un peu militant. Et on a dit, allez, on teste ça. Et là, à ce moment-là, donc le mot tiers-lieu, on va le tweeter, on va commencer à aligner ça. Et puis, on se donne rendez-vous logiquement 6 mois après à Brest, puisque voilà, grande rencontre aussi nationale de la médiation numérique. Et c'est là juste qu'on va déterminer que tiers-lieu, c'est bien, mais au fait, on a oublié open source. Alors aussi, pour être puriste, la petite anecdote, c'est bien sûr libre, surtout qu'on dit maintenant tiers-lieu libre et open source. Là, forcément, les 6 mois qui vont venir, ça va être des coups de tête de partout, puisque la communauté libriste n'aime pas l'open source. Donc pour la petite, on a dit qu'on prenait le temps. Libre veut dire que j'ai 4 libertés. Je peux utiliser un logiciel, je peux l'étudier, je peux le modifier et je peux le redistribuer. Voilà les 4 libertés fondamentales qui permettent à un logiciel d'être libre. Donc quand on dit les tiers-lieux libres, ça veut donc dire un tiers-lieu, que ce soit donc un espace physique, on verra la définition, je devrais pouvoir l'utiliser, je devrais pouvoir l'étudier, son modèle économique, ses contrats d'assurance, ses partenariats, etc. Je devrais pouvoir le modifier, c'est-à-dire moi-même intervenir dans cet écosystème, et donc pouvoir le refaire ailleurs. Donc on était bien sur cette notion de tiers-lieu libre. Par contre, il ne faut pas oublier une chose, on travaille à ce moment-là aussi encore avec les collectivités, puisqu'à ma connaissance, la fracture numérique en France était quand même à 80% portée par des collectivités, l'État, etc. Des entreprises commencent à s'intéresser aussi à l'économie collaborative, à l'open innovation, etc. La crise les aide bien sûr, on est après 2008. Donc il y a tout ça. Donc open source, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est un espèce de fork qui a été fait par les industriels à l'époque, pour dire, je prends 2 libertés parmi les 4. Celle d'utiliser, celle d'étudier. Par contre, tu n'as pas le droit de modifier, tu n'as pas le droit de redistribuer. Donc, moi, en tant que puriste, il y a un peu ma chambre d'ado, il est évident, je suis un libriste, l'open source ne me parle pas et je suis avant tout un libriste. Par contre, si on avait mis tiers-lieu libre,
même pas 3 mois après, on n'en aurait jamais parlé des tiers-lieux. Parce que ça voulait dire point levé, etc. Et à cette époque-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on était bien sur une idée, un mot chapeau fédérateur, et pas un mot marqué qui nous emmène dans une direction. Sinon, à la limite, on continuait, coworking, Fab Lab, jardin partagé, des choses comme ça. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et donc, on décide à Brest de dire, on va faire la communauté des tiers-lieux open source. En assumant qu'en fait, c'est vers la liberté qu'on va. Et ensuite, c'est seulement 1 an après, pour finir sur ce volet, là on a fait ça il y a 1 an, on a fait la quinzaine des tiers-lieux, et là on s'est tous un peu débridés en disant on va faire des tiers-lieux libres et open source. On braque personne, et à partir du moment où on a mis les 4 libertés en premier, forcément il y a les 2 libertés derrière. Voilà l'idée. Donc ça c'est un peu notre parcours, et puis donc à partir du moment où on va faire le comptoir numérique, et donc cette expérimentation, direction les routes, reparti pour un peu de nomade, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien localement si on ne va pas voir ce qui se passe après. Et c'est là que, soit des fois tout seul, ou soit par contre on profite des fois d'activités avec la communauté, et là on se déplace, donc ça peut être Brest, Rennes, Lille, Strasbourg, etc. Donc là, à ce moment-là, on va faire, une 60aine de démarrages de lieux. Donc à chaque fois je pousse des portes, c'est jamais des tiers-lieux, mais il y a tout cet ADN-là. Et puis je vais faire surtout ce qu'on appelle la bienveillance et le concierge. Ça va naître en cours de route, c'est quel est ce rôle un peu qu'on a quand on va voir des initiatives de tiers-lieux, qu'on en dit du bien, et qu'on les relaie pour que ça puisse se polliniser et s'amplifier. Finalement, c'est une concierge, comme dans un immeuble, et c'est là que je vais un peu partir sur le mot concierge, et puis le mot amazing aussi, puisqu'il manque de ça dans les territoires à ce moment-là. C'est juste que les gens savent tout faire, ils ont toutes les compétences, toutes les ressources, mais ils sont enfermés dans des sols toxiques. Le sol toxique, ça ne veut pas dire qu'il y a du Roundup dedans au niveau chimique, ça veut dire qu'en fait c'est la vie associative, c'est la vie des chambres des commerces, les chambres consulaires, des choses comme ça, où finalement on y va depuis 10 ans, on est tous autour de grandes tables, on vient tout chercher, ou un peu de sub, ou un peu de projet, et on dit qu'on se connaît, mais en fait on se connaît absolument pas. Par contre on se juge sur un comportement qu'on a eu il y a 2 ans, sur un truc, et au bout d'un moment ça nous empêche de devenir objectif, et c'est ça que j'appelle un sol toxique. Donc voilà, la personne qui vient de l'extérieur et qui commence à dire, mais attendez, vous savez que moi j'ai fait 10 villes, 20 villes, j'ai jamais vu ça, et pourtant on est dans un petit village ou quoi. Et c'est ça que je me suis rendu compte qui était plus puissant que le mot tiers-lieu en fait. C'était d'un seul coup que ça devenait un prétexte à commencer à remettre de la bienveillance là où les gens en avaient perdu entre eux. Donc ça, voilà un petit peu l'ADN. Et puis en avançant, en fait, la définition, on n'a toujours pas réussi à la trouver au bout de 4 ans. Voilà pourquoi je voulais parler de la définition, puisqu'on va partir sur des lieux physiques, il y a 4 murs. À un autre moment, on va partir sur de la sociologie. Un individu se définit par son espace individuel, son espace collectif et les espaces communs. Donc un tiers-lieu et cet espace d'endroit. Voilà, on va découvrir, puis évidemment, vous savez ce que c'est. Dès on lance un concept ou une idée, d'un seul coup, vous avez sur votre mur Facebook, Twitter, les mails, tous les plus grands savants de la planète qui vous écrivent en disant mais ton truc ça existe déjà, on en parlait déjà il y a 40 ans, voire 200 ans. Je dis pourquoi pas, mais pour l'instant ça me paraît assez light. Et puis il y a une rencontre qui est quand même pas négligeable et qui était super, c'est celle de Taniem, qui a été elle en 2007, donc c'est déjà une ancienne rencontre où elle avait créé Angenus, qui est une ONG et qui travaillait principalement sur les territoires intelligents et les communautés apprenantes. Tout ça c'est décliné de l'empreinte écologique, de ces notions-là. Donc quelque chose de très sérieux, très global, mais qui avait besoin aussi de se connecter avec des vrais territoires d'interprétation, et on s'est rencontré avec Taniem en 2007-2008. Ensuite, après, en 2010, elle a écrit un livre, justement, des abeilles et des hommes, et c'est là que ça a bien collé quand on lançait les tiers-lieux, puisqu'en gros, ce livre décrit un petit peu la fin d'une civilisation et le démarrage d'une autre, plus basé sur l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, bref, sur des changements de paradigme. Donc ça, c'est bien, c'est le livre, mais il fallait effectivement montrer ça dans des territoires, et ça a plutôt bien collé. Et c'est là qu'en même temps, donc, on a créé donc une Movilab, donc une méthodologie, puisqu'à ce moment-là, en plus, ça me présente un enseignant-chercheur remarquable qui s'appelle Christophe Sempel, donc enseignant-chercheur à Schema Business School. Donc, très bien, en plus, une école privée, commerciale, on pourrait se dire, tiens, c'est moins leur cam, le développement durable. Et en fait, pas du tout, vraiment une bonne vision sur l'économie contributive, l'économie de la fonctionnalité, tout ça, donc ça nous parle. Et à ce moment-là, donc, on va déposer un projet au ministère de l'Environnement, qui est assez symbolique, c'est 15-20 000 euros, c'est pas énorme, mais qui va permettre de dire, tiens, et si on crée une méthodologie pour documenter les savoirs. On a Wikipédia, c'est bien, c'est l'encyclopédie, mais finalement, il manque autour de cette encyclopédie un peu les retours d'expérience. Donc, ce qui marche pas, etc. Et donc à ce moment-là, on va avoir toute la partie école qui va venir faire ses cours sur Movilab. C'est une première chose, ça reste un projet de nouvelle façon d'enseigner, de partager la connaissance dans les écoles. Et puis nous, les fameux tiers-lieux, les fameux qui allons nous mettre là-dessus,
pour finalement documenter tout ce qui se passe. Et on va passer en 3 ans à plus d'1 million de vues, on va passer à être cité dans différents médias, etc. Comme justement un savoir un peu universel, et non plus Movilab appartient à quelqu'un. Donc c'est là qu'on passe au commun à ce moment-là. Et donc ça emmène à faire des communautés, ça emmène à faire des rencontres, et donc c'est là qu'on va voir naturellement émerger là depuis 3-4 ans des communautés qu'on connaît bien maintenant, WeShare, Make Sense, Disco Soup, les Répar Café, tout ça, ça va naître, et on va le dire, justement de cet écosystème des tiers-lieux, puisque bien sûr un tiers-lieu ça peut pas être que 4 murs, c'est finalement des dynamiques. Et c'est comme ça qu'est née toutes ces communautés et qui a permis finalement de sortir juste d'une association, d'une structure qui propose un service. Parce que voilà, pour être très clair, la différence entre un lieu et un tiers-lieu, c'est que le lieu va se raisonner, en tout cas pour les 4 murs, le lieu va se raisonner en termes de service que je propose. Le coworking est un lieu par définition, un espace de coworking. Un Fab Lab pareil, puisque un coworking, je vais louer finalement l'accès à une table ou une chaise. Si je le prends sans service, justement, si après je le prends au niveau culturel, on va se rendre compte que c'est autre chose. Mais si finalement je le prends en sens de service, du coworking, là c'est une table, il y a 4 places, on fait 4 places, il y a du wifi et on va donner chacun 9 euros. Donc ça c'est bien un service. Le Fab Lab, j'ai une imprimante 3D derrière, je vais venir prototyper. Par contre, le tiers-lieu, lui, va se raisonner un peu différemment, il va se raisonner en mode de projet. C'est presque plus univers start-up, vous savez ce que c'est, il y en a une qui marche, ça finance 9 autres qui n'ont pas marché. Mais ce cercle vertueux, s'il est bien appliqué, tout le monde aussi gagne sa vie. Parce que le projet n'aurait pas pu marcher si les 9 autres qui se sont plantés n'avaient pas développé des technos. Donc on sait comment ça marche. Donc là, finalement, le tiers-lieu, c'est un peu ça. C'est quand on dit que ça va plutôt être le mode projet pour les 4 murs, toujours pareil, j'insiste bien, c'est que ça va être une manière de dire, il y a forcément un projet un peu commun, fédérateur en tout cas, où il y aura 4-5 compétences, qui lui va marcher parmi les 10 qu'on est tous en train de porter. Et c'est là que déjà on peut faire une différence entre lieu et tiers-lieu. Et la définition que moi je préfère, même si on continue au bout de 4 ans à se refuser à faire des définitions, quand je dis on, c'est surtout Antoine Buret avec qui j'ai fait le manifeste des tiers-lieux, c'est que voilà, on considère qu'on a fait un manifeste qui est en ligne, qui est partagé, qui est diffusable, qui est même hackable, on peut le refaire, il n'y a pas de problème. En tout cas, nous on a fait un manifeste ouvert qui s'adresse aux enseignants, aux parents, aux industriels, aux collectivités. Enfin bref, voilà, il est passé à 48 000 vues, donc je pense que c'est pas mal pour un document numérique. On a fait récemment donc, le livre d'Antoine, qui a passé plus de 5 ans à faire aussi une recherche sur les tiers-lieux. Il y a eu la Suisse, il y a eu tous les tiers-lieux en France, il y a eu même des tiers-lieux à l'étranger. Donc voilà, je pense qu'il y a un bouquin qui explique très bien cette notion, surtout sur le volet économique. Nous, là, OpenScope, on vient de sortir une étude sur le modèle économique des tiers-lieux, qui est plus de 2 ans d'immersion, donc voilà, qui est documentée, qui est basée sur le wiki et qui est libre. Et puis enfin, on a quand même fait aussi 2 Tours de France, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pendant justement ces 4 années où on a lancé le comptoir, il y a eu aussi 2 Tours de France avec des amis à nous, LBMG Work Lab, donc un cabinet à Paris, et The Village, qui est une communauté des télétravailleurs et coworkers. Et donc on a décidé de faire voilà, à 3, 2 Tours de France avec plus de 30 villes. Donc voilà comment finalement toute cette énergie du tiers-lieu, j'ai perdu le fil juste avant ce que je voulais dire. Oui voilà, pourquoi on refuse de le définir, c'est pour ça que je suis parti après. Oui, voilà. Pourquoi on refuse de le définir? Parce qu'il y a ces raisons. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait on considère de botter en touche, parce qu'à partir du moment où tu as fait un effort de vulgarisation, tu as fait un petit manifeste, 10 pages, tu as fait un bouquin, 167 pages, tu as envie de lire des vidéos, tu as plus de 100 heures de vidéos, tu as envie d'écouter du son dans ta bagnole, tu as plus de 20 heures d'émissions radio, je considère que notre taf il est fait. Après, il ne s'agit plus de les définir, il s'agit de les utiliser. Donc voilà, là où on en est. Maintenant, si je devais dire une définition qui me semble importante, c'est un lieu de rencontre improbable avec des gens improbables. En fait, sur la notion du changement de civilisation, il est important, et on a de plus en plus, non seulement d'experts, donc j'aime pas trop ce mot-là, mais il faut les sociologues, les anthropologues, des historiens, en ce moment, qui nous le disent bien, nous ne sommes pas dans un changement de génération, nous sommes dans un changement de civilisation. En gros, faudrait pas se tromper de croire, voilà, il y avait Elvis Presley, ensuite il y a eu les Beatles, ensuite il y a eu les Cure, et puis après voilà, et aujourd'hui Daft Punk. Il faut surtout pas qu'on se trompe de cible. Ça, c'était des changements de génération. Parce qu'il y avait le tourne-disque, parce qu'il y avait après la platine laser, etc. Là, aujourd'hui, Internet, c'est une forme de 3e révolution. Donc ça, Jérémy Rifkin l'a mieux expliqué que moi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 révolutions importantes avant, qui est l'imprimerie. Puisqu'en fait, pourquoi on dit que c'est une révolution? C'est qu'elle a permis de libérer la connaissance.
Avant, les livres étaient reproduits, on le sait, par l'Église, etc. Donc pas sûr qu'effectivement, si jamais il n'y avait pas eu l'imprimerie de Gutenberg, pas sûr qu'on aurait laissé Diderot et d'Alembert quelques siècles après faire l'encyclopédie. Parce que justement ça n'aurait pas été dans les normes de l'Église. Donc ça c'était la première révolution, c'est parce qu'on va libérer la connaissance, donc l'imprimerie. Deuxième grande révolution, qui est toute la révolution industrielle, où effectivement on a inventé le moteur, on a permis à cette connaissance finalement de déplacer les ressources et les compétences qui allaient avec cette connaissance. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle de deuxième révolution, parce qu'elle a permis maintenant de rapprocher très rapidement les hommes. Là où il fallait 3 semaines à cheval ou 1 mois à cheval, d'un seul coup il ne faut plus que 2 ou 3 jours de bateau ou 2 ou 3 jours de train ou de choses comme ça. Et puis donc là ce qui arrive avec cette fameuse troisième révolution, c'est qu'on parle même de mobiquité, donc l'ubiquité et le mobile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de temps, je suis en instantané connecté avec d'autres. Je prends l'exemple d'un Français qui fait une opération à cœur ouvert à Boston via Internet, ça reste en temps réel. Et en même temps, je suis mobile, c'est-à-dire que je peux aller dans tous les sens. Donc c'est une troisième révolution qui est en train d'apparaître, puisque ça va forcément influer des changements mais radicaux. Aujourd'hui, un État ne peut plus prendre une décision locale, sérieuse, sans tenir compte justement de cette ubiquité. C'est-à-dire que je vais prendre une décision ici alors qu'en fait il y en a plein d'autres qui sont connectés. Là avec les décisions qui sont en train d'arriver, donc cette mobiquité, cette notion d'être connecté en permanence, on est bien sur un changement de civilisation. Et là, on va plutôt parler, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les Grecs, il y a eu les Égyptiens. Enfin, je ne suis pas un historien, je ne veux pas faire mon expert, mais voilà, on a eu des vraies civilisations qui, elles, ont disparu. Les Mayas, l'Égypte, etc. On a beau regarder les bouquins, on ne sait pas comment à un moment, qu'est-ce qui s'est passé derrière. Donc, c'était des civilisations entières qui avaient un modèle, qui avaient des modèles économiques, qui avaient des modèles sociaux, qui avaient des codes sociaux. Et à un moment, tout ça s'est effondré et il y a un nouveau modèle qui est arrivé derrière. J'étais vraiment adressé le panneau sur le changement de civilisation technologique. Mais pour dire que c'est un changement de civilisation, il y a d'autres critères. Il y a l'environnement social également qui est perturbé. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je reviens sur cet exemple, mais il est emblématique, le gamin qui va dire au prof « Non monsieur, vous êtes trompé, Wikipédia ne dit pas la même chose que vous ». Donc sociologiquement, la famille aussi, on l'a dit tout à l'heure, le gamin qui veut partir, et puis les parents vont dire « Ouais mais t'as pas de sous ». Bah si, je peux aller de Saint-Étienne à Zurich pour 19 € sur Blablacar par exemple. Donc il y a forcément sociologiquement, c'est aussi en ça que c'est un changement de civilisation. Au niveau environnemental, puisqu'on le sait bien, on va vers les villes intelligentes, on va vers les objets connectés, qu'on aime ou pas, hein. Là je suis pas dans une valeur de jugement, mais en tout cas il s'avère que comme on a eu l'arrivée du téléphone, on a eu l'arrivée d'internet, on a eu plein de technologies qui sont arrivées, donc forcément ça on sait qu'on y va vers l'objet connecté et la ville connectée. Donc ça veut dire qu'environnementalement également ça change et ça induit des choses. Et puis bien entendu la toile de fond c'est la partie économique, c'est-à-dire que là où jusqu'à présent on était sur un type de modèle économique, avant il y a eu le troc, avant il y a eu d'autres formes d'échange, ensuite on a connu là le capitalisme, là, les solutions d'économie de marché, je mélange pas les deux, je pense juste à retomber sur mes pattes là-dessus. Donc on a eu cet échange où par contre j'extrayais une matière, je la transformais, je mettais mes coûts de production, je mettais une marge et je vendais. Globalement c'est ça, avec qu'on soit dans l'économie ultra-capitaliste des grands groupes, qu'on soit dans l'artisanat de base ou qu'on soit dans l'économie sociale et solidaire, vie associative ou autre, on est bien quand même dans ce modèle-là, même si le client des fois ça va être une collectivité, d'autres fois c'est un privé. En tout cas on est bien dans je créais une valeur, j'appliquais une marge et je vendais. Or aujourd'hui, déjà, on va se rendre compte que créer de la valeur, c'est plus du tout comme avant. C'est plus juste une personne, un cerveau, un brevet qui va avoir cette valeur. Finalement, ça va être un assemblage. On parle d'intelligence collective, on parle de choses comme ça. Donc c'est pour ça que c'est pas évident à capter. Donc là, aujourd'hui, quand on dit que c'est un changement de civilisation, c'est que la création de valeur va se faire sur plusieurs entreprises qui étaient à l'époque des concurrents, qui aujourd'hui vont devenir finalement des partenaires. Donc ça, c'est aussi un des gros changements. La redistribution de la valeur également. Là où avant, j'avais un produit, typiquement, j'ai créé une forme de télé, un frigo ou un truc comme ça. Aujourd'hui, je vais plutôt avoir des produits hybrides et je vais même avoir des produits modulaires. Typiquement, le Fairphone qui est en train de sortir, qui a eu sa levée de fonds sur KissKissBankBank, c'est un début, qui a été une réponse d'ailleurs de l'obsolescence programmée, hein, ces notions de matériel électronique qui étaient prévues au bout de temps d'utilisation de mourir. Ça, c'était le temple de l'économie justement de consommation. Là, on sait que ça, ce n'est plus tenable.
pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, c'est que la société, la nouvelle, ne peut plus environnementalement porter ces choses-là. Le consommateur, l'aspect social, ne veut plus aussi de cette frénésie. Il y a quand même des bonnes nouvelles, par exemple, je fais une petite parenthèse, mais les ordinateurs, on les change beaucoup moins qu'il y a une époque. Aujourd'hui, un ordinateur qui a 4-5 ans portable, ça ne pose plus aucun problème. Avant, votre ordinateur, il fallait le changer tous les 1 an, parce que sinon, ça marchait plus. Donc voilà, il y a quand même ces faits positifs, mais maintenant, on va aller même plus loin, c'est que voilà, il y a un moment, mon téléphone, mon frigo, je vais vouloir adapter, modifier quelque chose. Donc c'est pour ça, contrairement à l'ancienne économie, c'est bien un changement de civilisation, c'est que je vais raisonner dans des écosystèmes économiques. Et donc, en ayant un même bien manufacturé ou pas, un service, je vais me retrouver finalement avec plusieurs assemblages. Alors moi j'aime beaucoup l'exemple, pour sortir un peu du numérique, de ce que j'avais vécu au Maroc une fois en baladant là-bas, où à Nkarma j'avais trouvé, finalement, il y avait celui qui découpait la viande, il y avait celui qui la faisait cuire, et puis il y avait celui qui l'assaisonnait. Et en fait, c'était le même, finalement le même service, mais qui était découpé sur 3 petites entités. Donc ça faisait aussi manger plus de monde. Donc de toute façon, la nouvelle civilisation va devoir, qu'elle le veuille ou non, aller vers des systèmes économiques. Et je vais donner un exemple. Aujourd'hui, je peux très bien être formateur privé, donc je vends des prestations de formation. À côté de ça, je suis contributeur sur Wikipédia, puisque en fait, une partie des contenus de formation, je les utilise moi-même de Wikipédia. À côté de ça, je vais très bien, par exemple, pour faire mes formations, utiliser Drivey ou Buscar pour prendre un véhicule 2 fois par semaine pour aller faire mes formations. Donc là, je suis dans l'économie collaborative. À côté de ça, je vais trouver, par exemple, donc il y a l'économie du don, je l'ai dit tout à l'heure, Wikipédia. L'économie contributive, parce que quand je fais mes formations, je vais utiliser des outils comme Raspberry, comme des choses comme ça. Donc quand je fais mes avancées, je les partage aussi en ligne. Donc tout ça, ça va faire des écosystèmes. Aujourd'hui, il n'y aura plus un produit manufacturé qui ne sera pas dans un écosystème économique entre ses usagers, ses partenaires technologiques ou financiers, etc. Alors qu'aujourd'hui, on était quand même plus dans un système dominant, l'ère des brevets. Voilà, d'ailleurs, on juge des pays et des villes. Je rappelle que, pour la petite anecdote, Grenoble était quand même jugée il y a 2 ans comme une des villes les plus innovantes au monde, parmi les 5 plus innovantes. Et quand on voyait en bas de l'article, c'est au nombre de brevets qu'elle dépose. Or, pour moi, c'est une aberration, puisque un brevet déposé, c'est un jeune qui sort de l'école qui ne pourra pas avoir lui-même sa propre idée et donc la développer. Avant même qu'il ait l'idée, il faudra qu'il paye déjà un brevet. Donc voilà en quoi où ça peut ça peut marcher à l'envers. Donc là où il y a un vrai changement de civilisation, en partie aussi sur les modèles économiques. Et d'ailleurs, je crois que le changement, la vraie transition soit qu'on appelle, ou en tout cas que tout le monde dit qu'elle va arriver, elle se fera évidemment, comme souvent, par le volet économique. Alors la récupération, elle a toujours fait peur, mais moi, elle me fait plus peur sur la mauvaise récupération. En fait, je crois qu'il faut être humble dans tout type de projet, tout type de caractère de personnes. Il y en a 4 qui sont assez bien identifiés. Il y a le crapaud fou, ce qu'on appelle les transgresseurs. C'est des gens qui vont dans une direction, on ne sait pas pourquoi. Je prends l'exemple, on va prendre des exemples pour expliquer ça. Franchement, les premiers qui ont acheté l'iPad 1, fallait vraiment être fêlé. Un truc sans webcam, un truc sans port USB, complètement fermé, et pourtant il y avait la queue tous les matins. Ça, ils étaient 3%, 4%, parce qu'ils se disaient c'est pas simplement un nouveau produit, c'est une nouvelle façon de faire de l'internet. Ensuite, le 2 va sortir, là à ce moment-là, on va passer sur le réalisateur, ce qu'on va appeler le early adopter. Donc lui, effectivement, là on était à 12-13%. Des gens qui ont été acheter le 2. Et là, c'était un petit peu plus intelligent, mieux fini. Alors, il n'y avait toujours pas de port USB, mais il y avait une webcam, etc. Et ensuite, on a vu les later adopteurs, ce que nous, on appellerait aussi dans le cycle d'innovation les développeurs. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est toute une partie de la population qui va, aujourd'hui, qui s'est mis non plus à faire de l'ordinateur, mais qui s'est mis à surfer sur Internet avec son smartphone, sa tablette, etc. Donc, voilà en gros, si on veut avoir les grands cycles de l'innovation. Et donc, aujourd'hui, ça serait présomptueux de dire, je suis un bon transgresseur, donc quelqu'un qui va à contresens. Par contre, je ne veux pas que le développeur derrière, celui qui repère les idées plus tard, mais qui sait les monter à une autre échelle, je veux pas qu'il m'utilise. Ça n'aurait pas de sens. Donc je pense que c'est pas un problème de savoir si on se fait prendre ou pas les idées, parce que de toute façon, toutes les plus grandes inventions, c'est pas forcément ceux qui ont eu les idées qui en ont vécu, on le sait. Donc ça, faut vite faire son deuil là-dessus. Moi, ce qui pose problème, c'est la notion que ça soit mal fait. Alors là, je vais prendre un autre exemple. J'ai dit tout à l'heure que j'étais de famille foraine. Je vais prendre l'exemple qui, moi, me parle. C'est la vente des t-shirts. On a connu ça sur les marchés où on vendait les 3 t-shirts pour 100 balles, à
pas en euros, en France c'était 100 balles. Je fais mon vieux de 40 ans pour une fois. Et en gros, rapidement, on a vu les 6 pour 100 balles, on a vu les 12 pour 100 balles. Et en gros, en moins d'un an, finalement, le marché était tué. Alors qu'avant, un t-shirt, c'est quelque chose qu'on achetait à 4-5 francs, et donc si on en faisait 3, le commerçant gagnait ses 8 francs, rien de scandaleux, on avait un t-shirt de qualité. Au final, vous vous rendez compte que aujourd'hui, vous allez acheter 15 euros de t-shirt et vous allez les revendre 16 euros. Donc là, à ce moment-là, ça a plus de sens, et à ce moment-là, c'est de la mauvaise récupération. C'est-à-dire que si c'est en plus faire un truc qui n'allait pas dans le sens qu'on voulait, qui est dans le sens positif pour personne, là, oui, je serais plus inquiet. Par contre, aujourd'hui, il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout le monde est concerné par la transition, qu'il ne faut pas oublier qu'on sera peut-être jamais un grand chef d'entreprise, on sera peut-être jamais au chômage, on sera peut-être jamais parent, etc. Par contre, une chose qu'on sera toujours, c'est citoyen. Et donc, franchement, je pense qu'il faut faire confiance. On le sait, on a un siècle où on ne se fait plus confiance, mais il va falloir apprendre à se faire confiance. Je crois qu'il faut se faire confiance aussi, y compris dans les grands groupes, et voire je serais même tendance en ce moment à dire surtout dans des grands groupes, même si ça paraît paradoxal, mais il y a bien aussi des gens qui sont avant tout citoyens, qui passent aussi des week-ends avec leur famille. Il n'y a pas que le méchant du CAC 40 qu'on imagine que sur les intérêts financiers. Il y a aussi des grands patrons qui se posent des questions, qui voient bien que la société a dérapé d'une manière et qui seraient prêts à mettre le paquet dans une autre direction. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la confiance. Il ne faut pas juste faire une sorcière, qu'il y en ait un qui ait l'impression d'avoir fait tomber Goliath ou quoi, en disant ça y est, je l'ai bien eu. Je pense que si on veut qu'il y ait une vraie transition, il faut qu'elle se fasse intelligemment. J'ai pas dit de tout rayer, j'ai pas dit de pas avoir des griefs parce que Monsanto a fait trop de conneries dans nos terrains, qu'il y a eu des cancers, des leucémies depuis. J'ai pas dit qu'il fallait absolument tout pardonner sur la mauvaise bouffe qu'on a eu dans les cantines, vue par des élus qui se rendaient pas compte qu'il fallait prendre le problème à bras le corps, etc. Chacun, en tant qu'individu, a le droit d'avoir ses petits griefs et ses différences. Une société, on serait tous d'accord, ça serait chiant. Mais je pense qu'aujourd'hui, sur les enjeux du vivre ensemble et de l'entreprendre ensemble, etc., il faut voir un peu plus grand et il faut voir à 10, 20, voire 30 ans. Il ne faut pas voir à dans 2 ans, dans 5 ans. Et là, dans ce cas-là, on peut retrouver un peu d'espoir. Et pour bien répondre à ta question, je dis, ok, là je suis très dans le consensus. Par contre, ça n'arrivera pas, ce bon consensus, sans effectivement le libre. Et donc l'open source, pour vexer personne. Et là, par contre, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que si on n'est pas cette nouvelle civilisation du XXIe siècle, qui se veut le siècle du partage, le siècle de la consommation collaborative, etc., parce qu'on n'a plus de thunes, on n'a plus de ressources, etc., ok, mais elle va devoir se faire sur des licences libres, et pas juste des intentions. Parce que sinon, pourquoi je dis ça, on l'a vu depuis les 2 dernières années, les startups qui se sont créées, Airbnb qui défonce toutes les chaînes d'hôtels dans le monde, tout ça pour devenir une start-up à 31 milliards de valorisation sur les marchés, c'est dangereux. Parce que c'est juste 10-15 mecs derrière des ordinateurs, mais à côté de ça, les chaînes qui sont en train de défoncer, c'est des femmes de ménage, c'est des grooms, c'est des portiers, et en plus, ces boîtes qui sont en train de fermer, elles, quand elles ferment, elles peuvent vendre des immeubles, elles étaient propriétaires du bâti. Donc elles peuvent rembourser leurs dettes. Or, aujourd'hui, une start-up qui coule, on éteint les serveurs et il n'y a plus rien. Uber, avec les taxis, etc., Blablacar qui vient de racheter la semaine dernière l'allemand. Donc tout ça, on se rend bien compte que, alors qu'on croyait il y a 3-4 ans que c'était le nouvel Eldorado, on est déjà en train de voir au bout de 3-4 ans que c'est toxique. En tout cas, ça ressemble à du toxique parce que ça ne crée pas de valeur locale. Donc n'attendons pas ça. C'est pas Airbnb, Blablacar ou quoi qui est toxique. Arrêtons de cracher là-dessus parce qu'on l'utilise et c'est quand même vachement mieux qu'avant. Par contre, effectivement, ne soyons pas naïfs. Si aujourd'hui on n'apprend pas en bas de chez soi à fabriquer des Blablacar, Airbnb, etc., c'est revenir au modèle dominant du Auchan, Carrefour, les grandes surfaces, revenir au système de l'eau, la Suez des eaux, etc. Et c'est ce qui nous a tués. C'était finalement de plus avoir de diversité, de biodiversité, pour ça que je me sens proche de l'écologie, c'est que finalement on a eu des écosystèmes politiques, économiques, qui étaient dans la monoculture. Or là, il ne faut pas qu'on loupe le coche. D'esprit justement de ces nouvelles plateformes, de ces notions de peer-to-peer, de pair à pair, ce qui devient intéressant, c'est leur diversité. Or, on sait que dans le modèle start-up actuel, il y a de la place que pour le premier. Les Highlanders, même la SNCF le reconnaît, c'est complètement foiré. Elle aurait dû racheter Blablacar. Au début, Blablacar a été les voir. Il leur a dit circuler, ça ne nous intéresse pas. Ils ont beau racheter le 3e derrière. Il reste que Blablacar aujourd'hui. Pareil pour le Airbnb, il n'y a pas un numéro 2. Couchsurfing, il n'y a pas un numéro 2. On a eu Citizen Car et tout, Buzzcar l'a bouffé, etc., etc. Donc si c'est ça le changement de paradigme, là c'est pas bon. Donc c'est là que je pense qu'à une chose pour pas justement qu'il y ait de problème de récupération, c'est la notion du libre, et j'y vais plus loin. Oui, j'espère qu'on sera récupéré, mais sur les modèles du libre. Utiliser, étudier, modifier et pouvoir redistribuer. Mais ça veut dire que moi aussi je contamine ceux qui vont faire ça.
Parce que si eux-mêmes recréent des nouveaux produits, des nouveaux services à partir de ces mêmes patrimoines communs, le libre, ça veut dire que moi aussi je vais pouvoir m'alimenter d'eux. Donc aujourd'hui je n'ai plus aucun problème, si on utilise bien des modèles libres, de savoir que demain Bouygues Immobilier, qui en France est sur pas mal de projets d'immobilier, qui commence à se dire je devrais mettre un étage en tiers-lieu. Bah oui, c'est pas con. Sinon ça ne servait à rien de faire un manifeste, ça ne servait à rien de faire un livre. Allez-y Bouygues. À côté de ça, si on a la SNCF qui dans toutes ses gares en France, plus les entrepôts, aujourd'hui elle a plein d'espaces vides, qui lui coûte de l'argent et qui a réfléchi à se dire mais comment ces gares pourraient devenir des espaces de télétravail, de coworking, de Fab Lab, bah allez-y. On a fait le manifeste, on a fait le portail des tiers-lieux pour ça. Par contre, n'oubliez pas, il y a des licences libres. Ça veut dire que si dans vos lieux après, vous créez une machine à laver du voisin, vous créez une boîte à données, une giftbox, vous créez, parce que c'est ça un tiers-lieu, si finalement on va créer plein de petits services, et ben dans ce cas-là, vous les créez en libre et vous les documentez. Et comme ça, même une petite assoce à l'autre bout de la France peut aussi créer son propre service. Et c'est là que je suis peut-être plus extrémiste que tous mes amis en ce moment. Quand je dis mes amis, c'est tout de l'open innovation, l'entrepreneuriat social. On a compris que c'est un écosystème de mouvement en ce moment. Je pense à Michel Bowen, je pense à Stigler, je pense à Yann Moulier-Boutan, je pense à tous ces gens qui en ce moment en France... même Rabi, parce que Rabi on le connaissait sur que l'agriculture il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est quand même un des sauveurs du monde, parce qu'il fait partie des anciens aussi là-dessus. Donc voilà, les colibris et tout, je leur dis juste, à tous, c'est pour ça que je continue à être sur les routes, j'adore ce que vous dites, c'est la vraie direction, et on a enfin besoin de revoir des directions. D'ailleurs, pourquoi aujourd'hui le Club des Vieux, il marche bien, je fais exprès d'être provocateur, mais Jacquard, il nous a quittés, mais Jacquard, Edgar Morin, Stéphane Hessel, Rabi, il faut se poser la question aussi pourquoi ils reviennent. Parce que c'est ce qu'on attendait de nos politiques. Dans quelle société allons-nous ? Nos politiques ne le font plus depuis 20 ans. Je vous invite à regarder Guédiguian, je ne fais pas de propagande, mais le film du Champ de Mars, c'est tout à fait ça. C'était avant les années 80, il y avait des politiques, les gens de droite connaissaient les gens de gauche, et on savait surtout la différence. Depuis les années 80, c'est des économistes. Donc si vous voulez, ces vieux qui sont arrivés aussi, ils sont aussi révélateurs qu'on a besoin de gens qui nous disent, voilà, dans quelle civilisation. Donc à ces gens-là, je leur dis surtout, ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Le forum Changer d'air, 25 grands cerveaux actuellement, Anne-Sophie Nobel, Taniem, Edgar Morin, etc. Continuez à nous faire rêver dans des conférences. Par contre, si le lundi d'après, en bas de chez nous, il n'y a pas un écosystème, je ne parle même pas de lieu, un écosystème où je peux à mon rythme, avec mes compétences, avec mon temps, avec mon langage aussi, mettre en pratique ce que vous avez dit, ne venez plus s'il vous plaît dans ces conférences. Arrêtez ces conférences qui, on le sait, sont faites souvent à la Cité des Sciences, sont faites à l'Auditorium de Lyon, machin. C'est des bâtiments qu'on loue souvent 90 000 € les 3 jours. Donc en gros, l'idée c'est que c'est bien de faire tous ces mouvements, toutes ces choses, mais comme par exemple aussi donc le principe des graines aussi, Cocopelli ou d'autres initiatives. Tout ça, je trouve ça vraiment fabuleux. Les disco soupes aussi, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas un endroit le lundi d'après où je peux pratiquer, je vais m'être violent, mais ne venez pas le dire. Vous donnez du rêve, et vous savez ce que c'est. Quand on dit à quelqu'un des belles choses, mais que finalement on n'avait pas les moyens de l'emmener, ben on est aussi coupable de sa misère. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ne faites pas rêver si vous n'avez pas les moyens d'emmener les gens dans une autre direction. Et aujourd'hui, à part justement ces fameux tiers-lieux, et j'insiste maintenant, je pense que vous avez mieux compris, libre open source, parce qu'en fait le tiers-lieu, les 4 murs, on s'en fout, il va matérialiser quelque chose, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement tout ce savoir, toutes ces interactions entre les gens, entre les projets, entre les idées, entre les services, devient un patrimoine commun. C'est donc ça qui devient intéressant. Et donc mon tiers-lieu, c'est la partie matérielle de ce patrimoine commun que je peux venir toucher à mon rythme. Donc c'est quoi ? C'est des fois une animation, une formation, des fois c'est un apéro-camp en fin de journée, et en tout cas c'est ça qui va faire tiers-lieu. Et tiens, on peut se reprojeter. Là, je vais prendre ton exemple, tu sais très bien que moi l'exemple de ton interview sur Jérémy Zimmerman, bah oui, ça me fait tilt. Et en fait, on a envie de projeter ça dans un tiers-lieu et prendre après le temps, par contre, d'en discuter. Parce que si je fais qu'écouter Jérémy, moi forcément ça me parle, puisque c'est ma culture, la quadrature du net, les défenses des libertés sur Internet. Mais aujourd'hui, on est 3-4% à pouvoir comprendre comme ça directement. Alors que par contre, si on diffuse cette interview et qu'ensuite on passe 1 heure à avoir un débat, là on reproduit le bistrot de l'époque, et là tout le monde pouvait se comprendre. L'agriculteur, le petit commercial qui passait dans la région, Madame Ginette qui servait le café, les 2 jeunes, un chômeur et puis un autre qui était en emploi, enfin voilà, tous ces gens-là arrivaient à se comprendre.
Donc c'est ça un peu l'esprit tiers-lieu, libre et open source forcément. C'est simplement redonner, de pouvoir passer à la pratique en bas de chez soi. Alors certains appellent ça l'empowerment, toute la capacitation. Mais j'insiste bien, si aujourd'hui, là tous les livres que vous voyez ici, qui sont forcément ces livres de la transition, du développement durable, de l'économie circulaire, de l'économie collaborative, fonctionnalité, s'il n'y a pas un tiers-lieu en bas de chez soi, ça ne marche pas. Et ce qui me fait dire ça, c'est que autant il y a des choses donc positives, plein de tiers-lieux maintenant se créent, on n'est plus trop dans le bâtiment, on est bien dans les projets, donc ça me rassure. Mais il y a une autre chose qui me rassure pas. J'étais encore il y a 15 jours à Paris. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, mes copains parisiens? Ils sont en train de partir finalement du tiers-lieu, là où ils étaient en train d'aller. Après les coworking, on a compris que c'est d'abord le coworking, Fab Lab. Ensuite, on va vers le tiers-lieu, c'est plus là. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mes amis de WeShare, j'en suis un, ils sont en train d'aller plutôt au village. WeShare, en gros, on est plutôt né à Mutinerie, plus après dans des tiers-lieux comme ici au Comptoir, on a lancé la première communauté régionale, tout ça. Il y a eu Bordeaux. Finalement, WeShare était dans tous les tiers-lieux. Aujourd'hui, WeShare est plutôt au village, donc qui est un nouvel espace de coworking tiers-lieu à Paris. À côté de ça, Make Sense, on le sait, qui est une belle communauté aussi de l'économie collaborative, d'entrepreneuriat social. Eux qui étaient dans tous les tiers-lieux, il y avait des petites ADN, eux maintenant ils sont en train de prendre 500 mètres carrés à Bastille. À côté de ça, on a les amis d'Apayas, les biohackerspace. Eux pareil, ils étaient un petit peu en train de polliniser dans tous les Fab Labs en France cette notion que les biosciences et tout faisaient partie aussi de la culture des Fab Labs. Là ça y est, ils ont pris un espace et ils sont en train de faire une paillasse à part entière. J'ai jamais dit que c'était pas bien. S'ils veulent le faire, il faut qu'ils le fassent et c'est le bon moment. J'ai dit que attention dans le côté commun, soyons vigilants, ça annonce aussi une forme de repli. Parce qu'effectivement, de faire mélanger du Colibri, du Make Sense, du WeShare, etc., c'est peut-être aussi compliqué que de mélanger de l'économie sociale et solidaire et de l'économie purement capitaliste industrielle, etc. Et là, ils sont en train de le découvrir. Et moi, ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3-4 ans, il y a ce nouveau mouvement là qui est arrivé, qui sent bon, on se partage, etc. Mais attention aussi, il y a un reportage qui a été fait sur France 5, faut-il une bonne guerre? Et il est très intéressant ce reportage, surtout les 15 premières minutes, puisque la journaliste a été chercher des archives de l'INA entre 1934 et 1939. Qu'est-ce qui s'est passé entre 1934 et 1939? Déjà, avant, il y a la crise de 29, États-Unis qui arrive en Europe, donc on est bien dans une grosse crise. En 2008, nous avons une crise phénoménale. Il y a eu une petite bouffée d'oxygène pendant 4 ans, et ensuite, entre 34 et 39, effectivement, l'État américain, les Anglais, même en Europe, on disait, vaut mieux se mettre à plusieurs pour aller au travail en voiture. C'est l'invention du covoiturage. Pour se déplacer aussi en vacances, il faut voir prêter des appartements, ça fait un complément de revenu. Tout ça existait finalement déjà. Mais le modèle, le changement de civilisation ne peut pas se faire des fois sans rupture, sans grosse rupture. Et c'est là qu'effectivement est arrivée une guerre. Aujourd'hui, on le sait, celle qui fait le plus peur, c'est les cyberguerres. Puisque aujourd'hui, elle a déjà d'ailleurs commencé, on sait depuis 3-4 ans déjà, il y a un affrontement énorme, l'affaire Snowden, Wikileaks aussi, on a bien vu où on l'a vite mis, maintenant il est enfermé en Angleterre, ne bouge plus, qu'on aime ou pas cette histoire, mais en tout cas ça a changé des façons de voir notre liberté, là les lois d'enseignement qui viennent d'être votées, etc. Donc dans l'ensemble, je dis attention, parce que on est certes en train d'aller vers un changement de civilisation, maintenant il n'y a plus de doute possible. Ceux qui croient que ça va revenir, que les assos qui étaient habitués avec un modèle de sub, là, elles attendent depuis 3 ans, 4 ans, elles voient bien que ça revient pas. Donc non, c'est parce qu'il y a un nouveau FEDER qui va être voté, fonds européens ou choses comme ça, ça change. Aujourd'hui, on ne pourra plus faire les projets pareils, on ne pourra plus créer des emplois de la même manière, etc. Donc voilà un petit peu, moi, ce qui m'interpelle, c'est que oui, on sent des belles choses, mais je ressens quand même des replis communautaires. On réinvente, en ce moment, je dirais même qu'il y a des structures, même des jeunes d'écoles de commerce, pour moi, ils sont en train de réinventer les DucPop, les fédérations d'il y a 60 ans. Et pourtant, ils s'en défendent d'être de l'ESS, ils se disent start-upers, ils se disent capitalistes, mais en fait, finalement, ils sont ni plus en train de réinventer des fédérations, et c'est là qu'il manque de culture. C'est une chose d'avoir accès à la connaissance, le fait de savoir s'en servir, je reviens au tiers-lieu, c'est encore plus important. On peut me donner tous les livres du monde, l'encyclopédie Hachette à son époque, qui remplaçait Wikipédia, mais c'est pas pour autant que nos parents ou quoi savent toute l'encyclopédie. Donc à un moment, il faut savoir s'approprier cette connaissance. Et c'est là que le tiers-lieu est indispensable. Là, c'est plus personnel. Un peu plus personnel. C'est-à-dire que là, sur les tiers-lieux, allez savoir pourquoi. C'est qu'à un moment, il y a forcément une voix qui nous appelle en disant, un peu comme Jeanne d'Arc, il faut y aller. Parce que personne m'a demandé d'aller faire finalement l'évangélisateur comme ça des tiers-lieux, d'aller faire aussi qu'on en parle autant, puisque aujourd'hui, par contre, ça j'en suis effectivement fier. C'est clair qu'il y a 3-4 ans, même mes copains de Coworking France, etc., ou même des Fab Labs,
Je me disais, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec les tiers-lieux, c'est moche, regarde coworking, c'est fun, il y en a plein qui se développent. Mais je savais qu'on arrivait vers ce corporatisme, donc je me suis battu pour tiers-lieux. Et puis ça tombe bien, Movilab a tout documenté, donc j'ai même pas besoin de me justifier. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si on parle beaucoup des tiers-lieux en France, j'y suis pour quelque chose. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, faut le dire franchement, c'est que c'est plutôt le bistrot. Voilà, sinon j'aurais même pas parlé de tiers-lieux, j'aurais parlé de bistrot numérique, je pense que ça aurait été aussi simple. Il y a aussi beaucoup les TAS, donc les zones autonomes temporaires, puisque je suis avant tout un maker, un geek, un hacker. Donc moi forcément le Hacking Bay, le petit fascicule qui nous parle du cyber, c'est ma culture. Donc pour moi un vrai tiers-lieu c'est déjà ça. Pourquoi j'aime la culture web, j'aime le numérique, ce truc décentralisé, c'est justement parce que pour moi déjà Internet est un tiers-lieu en fait. Donc moi en fait ce qui me plaît vraiment dans les tiers-lieux, ça va être plutôt aussi les zones à défendre, type Notre-Dame-des-Landes, mais il y en a d'autres aussi en France, le barrage de Sivens, etc. Ce sont des ZAD. Donc eux pour moi c'est des vrais ADN de tiers-lieux. Ça existe déjà le tiers-lieu, simplement aujourd'hui on est une société, on ne peut pas dire ce qu'on pense, parce que de suite effectivement on va uniquement cataloguer, parce qu'on n'a plus de culture politique. C'est ça qui est une catastrophe, c'est-à-dire qu'on a tellement confondu, je dirais, le divertissement politicien, et à mon avis, aujourd'hui, on n'a plus des politiques, on a des animateurs, on a, comme avant, on avait la gaffe, on avait des comiques comme ça, et ben aujourd'hui, malheureusement, à force de toutes ces émissions de divertissement, où on dit que c'est de la politique, alors qu'en fait, c'est le grand journal, ou un truc comme ça, eh ben, on a tout mélangé, puis finalement, on n'a plus de politique. Et un politique, c'est dans quelle gestion de la cité on veut, quelles sont les règles qu'on veut voir vivre ensemble, etc. Et donc, faut faire de la politique. Et moi, c'est en gros dans les zones à défendre en ce moment, dans les TAS. Je pense aussi les squats autogérés, je parle, où j'ai vu des talents mais énormes. Moi, j'ai vu des cours de théâtre le dimanche matin, j'ai mangé du plateau de fruits de mer à midi. Bah oui, parce que dans ces squats, de plus en plus, il y a des gens qui travaillent avec des bons niveaux, il y a des cadres, etc. C'est pas du tout le squat comme on imaginait, et c'est pas non plus pour autant bobo, puisque dedans, il y en a aussi qui sont vraiment dans la zone, etc. Mais c'est que finalement, c'est des endroits naturels où les gens savent s'autogérer, savent organiser des règles, et donc il n'y avait pas besoin d'inventer les tiers-lieux, en fait. On aurait pu dire ça. Simplement, dans l'esprit où on en était, l'ESS, d'une manière générale, le mouvement d'économie sociale et solidaire, qui voyait un peu sa revanche, parce que le capitaliste se cassant la gueule, on vous l'avait bien dit, donc on sentait des affrontements qu'elle arrivait, un exemple contre un autre. L'économie, effectivement, industrielle qu'on connaît, etc., qui est en train de faire un peu comme un poisson se retourner, puis qui va dans d'autres directions, etc. Moi, ce que je dis, c'est que si on arrivait trop avec cette culture-là, on allait juste braquer comme de l'alter, de l'anti, des choses comme ça. Donc j'ai mis ce côté individuel un peu de côté. Et donc c'est pour ça que tiers-lieu, ça permet aussi de connecter avec des écoles, avec des industriels, avec... voilà où on en est. Mais j'espère que rapidement on pourra dire qu'en fait on a tout simplement remis les 200 000 bistrots qu'on a laissé fermer ces 10 dernières années, mais avec un point important, à l'ère numérique, qui nous permet d'être en mobiquité. Comme ça on y voit aussi tout le côté positif de la culture numérique, parce qu'heureusement qu'elle est arrivée, elle est chouette cette culture numérique. Mais actuellement, s'il n'y a pas de tiers-lieu libre open source, non seulement cette intelligence collective, on n'en fait rien, à part par les fenêtres, mais en plus de ça, deviendra toxique pour nous-mêmes, puisqu'on le sait tous, une société à un moment qui est très cultivée, ce qui est le cas aujourd'hui, même dans les quartiers populaires, les quartiers difficiles, aujourd'hui nos gamins, il y a un niveau qui est énorme. Par contre, il n'y a aucune débouchée professionnelle. Le prix de l'immobilier, c'est une catastrophe. Nos chers parents d'ailleurs qui ne comprennent pas, qui aujourd'hui des fois nous croient même feignants. Il y avait même un article, 64% des parents ne comprennent pas l'emploi de leurs enfants. Tout ça. Il y a aussi le fait qu'on ne peut pas se loger en partie aussi à cause d'eux. C'est pas un procès. C'est juste de dire que des maisons Bouygues que vous avez achetées à 600 000 francs et que vous les revendez 20 ans après aujourd'hui à 1 600 000 euros, ben oui, on ne peut pas se loger. Par rapport à ça, c'est pas qu'on ne sait pas gérer notre argent, c'est pas qu'on n'a pas des beaux métiers ou quoi que ce soit, c'est que ça peut plus marcher ce modèle-là. Des beaux exemples, évidemment, on me demande souvent qu'est-ce qui marche dans les tiers-lieux. Moi déjà, ce qui marche, c'est que j'ai revu des gens sourire, quoi. J'ai vu des gens se redire des bonnes nouvelles. Ça peut paraître complètement con, mais moi aujourd'hui, il n'y a pas une journée où il n'y a pas 10 personnes qui ont pleuré, et que ça soit un cadre qui gagne 10 000 euros par mois, ou que ça soit un RSA qui a 250 euros par mois, parce que chacun a ses niveaux de problème, finalement. Mais en tout cas, c'est tout le temps de la mauvaise nouvelle, c'est tout ça. Or, dans les tiers-lieux, je commence à avoir des gens qui retrouvent des projets, des idées, qui ont de l'envie, et c'est là qu'il faut faire attention,
c'est là que le concierge arrive. Parce que rapidement, c'est des gens qui travailleraient 23 heures sur 24, c'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, c'est des gens... N'oubliez pas que j'étais syndicaliste aussi, donc j'ai pas quand même été dans l'univers des tiers-lieux pour finalement dérégler tout le code du travail. Ce qui plaît entre parenthèses d'ailleurs aux industriels. Si vous voyez beaucoup d'industriels s'intéresser aux tiers-lieux, c'est que pour la petite parenthèse, ils commencent à se dire mais c'est génial, il n'y a plus besoin de comité d'hygiène et de sécurité, on les paye comme des Chinois 1 € de l'heure, et puis ils sont contents, on leur met un pack de Coca-Cola et puis c'est fini. Non, c'est quand même pas ça. Mais comme j'insiste bien, ce que j'ai vu de plus beau, c'est pas forcément ces choses-là, c'est de revoir de l'envie entre les gens, de la tolérance, de la bienveillance, et ça fait du bien. Et déjà, ça, c'est un bon effet positif du tiers-lieu. Des gens ont dépensé moins, des gens ne plus avoir peur de louer des voitures entre eux plutôt que de chacun acheter la sienne, tout ça. Donc ça, déjà, c'est vraiment positif.